Aujourd'hui en compagnie de Gilles Laporte pour son nouveau roman Les Silences de Julien aux éditions Terre de France, Presse de la Cité. Je me demandais si c'était un nouveau défi pour vous. Est-ce que vous voyez ce que je voulais dire quelque part? Bonjour Julien, oui, c'est peut-être pas un défi, mais c'est une volonté de coller à l'actualité, parce qu'on vit une période un peu compliquée dans le registre justement que j'aborde dans ce roman, qui est celui de l'autisme. Plus particulièrement, je préfère le baptiser ce problème qui se rencontre aujourd'hui, trouble du comportement, trouble du neurodéveloppement, et différence plutôt que maladie. Et l'apprentissage. Voilà, donc c'est très très actuel et j'avais l'intention de m'intéresser à un sujet très contemporain. Et c'est ce qu'on comprend tout de suite, c'est ce sujet-là qui va vous intéresser. Et je trouve l'ouverture intéressante parce qu'on se trouve dans les années 80. Pourquoi avoir choisi cette période-ci déjà? Parce que l'autisme n'était pas trop étudié, on va dire, ou on le découvrait justement? On le connaît depuis déjà longtemps, on connaît ces troubles du comportement depuis longtemps, on les a baptisés ainsi, oui, plus récemment. Mais c'est une époque qui est tout à fait la nôtre et elle a permis, oui, une prise de conscience peut-être plus aiguë de ce que sont ces perturbations du comportement et qui aboutissent à parfois des prises de décision un peu regrettables. Ce que je trouve intéressant, c'est les parents, Léopold et Marianne, qui vont pas du tout prendre ce problème de la même façon. Léopold, déjà dès le début, c'est un fonceur, on va dire. C'est quelqu'un qui pense qu'à lui, je pense. Comment vous avez abordé ce personnage? Léopold fonceur, oui, c'est un type qui ne pense qu'à lui, qui ne pense qu'à sa carrière, qu'à son évolution de carrière, qu'à découvrir le monde et s'extraire de sa gangue, entre guillemets, très très paysanne. Il est issu d'une famille de paysans des Vosges et il ne supporte pas de devoir continuer à vivre comme vivaient ses parents. Donc il va entrer dans une entreprise qui fait le commerce d'eau en bouteille, d'eau minérale en bouteille, et il va gravir les échelons les uns après les autres dans cette entreprise jusqu'à devenir un cadre commercial qui lui impose d'aller aux États-Unis, de faire des allers-retours entre les États-Unis et la France. Donc c'est un homme très dans le ton du temps, de notre temps. C'est un battant, un gars qui pense d'abord carrière avant de penser épouse et enfant. Ouais, c'est au point que même quand son épouse lui annonce qu'elle est enceinte, sa réponse, c'est tout de suite « oh merde ». Donc, oui, c'est pas le moment, quoi. Ouais. C'est pas le moment, au moment où ma carrière d'école, me voilà maintenant avec un boulet à la patte. C'est la réaction de ce type. Oui. Et c'est une réaction qui se rencontre de temps en temps. Donc c'est un gars qui est au départ assez peu recommandable. Ouais, voilà. J'en parlerai un petit peu plus tard parce que je pense qu'il y a le thème de la rédemption aussi dans ce roman. Marianne, le prénom n'est pas choisi comme ça au hasard ou voilà, parce que c'est une force aussi finalement puisqu'elle est abandonnée plus ou moins par son mari et elle doit gérer Julien. Oui, c'est une force, c'est une femme emblématique, c'est une femme qui a décidé de vivre sa vie de femme, de ne pas s'en laisser compter par les hommes, une femme qui a décidé de prendre en compte évidemment sa propre existence, mais aussi celle de son fils, qui est abandonné par le père. Donc ce fils qui présente des troubles, pour reprendre l'expression, des troubles du comportement. Elle va s'en occuper avec beaucoup de passion, beaucoup d'intelligence, beaucoup de sensibilité. Elle va être aidée par une amie proche, qui est infirmière en milieu psychiatrique, et qui est passionnée de musique. C'est une mélomane, elle ne rate pas un concert, cette amie. Et elle va l'accompagner, la soutenir et permettre de procurer à cet enfant, oui, différent des autres, un environnement qui lui permet tout de même d'évoluer correctement. Quand je disais au début de l'interview que justement je me suis trompé, l'autisme, oui bien sûr on le connaissait, mais le voyage de Marianne c'est très émouvant parce qu'au début elle ne comprend pas ce qui arrive à son fils, quoi. Elle ne comprend pas parce qu'elle n'est pas préparée à ça. Apprendre à des parents que leur enfant est différent, je préfère employer ce mot à tous les autres. Certains diraient anormal, mais par rapport à quelle norme? Par rapport à quelle norme? Donc, apprendre que son enfant est différent des autres, c'est apprendre que je vais devoir être
différent, moi aussi, des autres parents, m'adapter à lui. Ça suppose un effort considérable, parfois des douleurs, des souffrances particulières à traverser, à vivre. Donc, elle n'est pas préparée du tout à cet état particulier de parent. Et elle va être un peu paumée, oui. Heureusement qu'il y a à côté d'elle cette amie Georges, qui est une femme, elle aussi, battante, pour ne pas dire combattante. D'ailleurs, elle se prénomme Georges, comme Georges Sand, sans S. Hein. Oui, oui, oui. Et elle incarne parfaitement cette tendance salutaire aujourd'hui, me semble-t-il, des femmes à s'affirmer en tant que femmes et en tant qu'être responsable et capable d'assumer des responsabilités très très importantes. Donc oui, elles se sont paumées, cette femme Marianne, mais elle va petit à petit au fil des pages et à mesure que son enfant se développe, elle va affirmer sa personnalité, sa manière très très humaine de gérer les problèmes et surtout d'aider son fils à grandir. Et quand vous parlez de très humain, c'est ce que je trouve très intéressant dans votre roman. Comme vous le dites, c'est un enfant différent et il faut savoir adapter la vie dans un monde où il faut aller toujours très vite et où il faut des réponses tout de suite, où on punit la personne parce qu'elle ne donne pas de résultats. Je trouve que votre roman fait du bien parce que ça donne envie de prendre le temps, quoi, tout simplement. Et pour Julien, c'est ce dont il a besoin parce qu'il va rencontrer, grâce à Georges, je crois, Baptiste, qui est luthier. Et c'est là que, justement, il va y avoir une solution, une ouverture pour Julien, finalement. J'aime beaucoup ce que vous dites, prendre le temps de... Moi, c'est ce que j'ai ressenti dans votre roman. Le temps d'observer l'autre, voilà. Le temps de comprendre l'autre, le temps... après l'avoir compris, le temps de l'accompagner. Et c'est ce que ces deux femmes vont faire. Et elles vont le guider très lentement vers leur univers, qui est un univers d'amoureuses de la musique, d'amoureuses du beau. Et jusqu'à une rencontre qui est celle d'un homme assez exceptionnel par ses qualités humaines. C'est un véritable humaniste. Il en existe, fort heureusement. On en rencontre souvent, mais ils passent un peu inaperçus parce qu'ils ne sont pas de la trempe de ceux qui sont incarnés par Léopold, par exemple. Mais ces deux femmes rencontrent cet homme, et cet homme est luthier à Mirecourt. Et il propose de prendre cet enfant, je le répète, différent, en apprentissage. Il est persuadé que, mettant au travail cet enfant différent, il va lui permettre de se réaliser, d'abord de se découvrir lui-même, de se révéler à lui-même, et ensuite de se révéler aux autres. Et le pari qu'il fait, là c'est un pari, le pari qu'il fait sera gagné. Je pense que c'est un thème qu'on peut dégager de tous vos romans, c'est le thème de la transmission. Je ne sais pas si vous serez d'accord, mais justement, luthier, alors vous allez nous expliquer quel défi Julien va devoir relever, mais la transmission, c'est aussi, je ne veux pas en trop dévoiler, mais il y a quelque chose qui va venir des États-Unis, dont Georges va apprendre beaucoup de son passé à elle, mais ça va aider aussi Julien. Et je trouve que la transmission dans tous vos romans, c'est ce qui fait le lien, finalement. On peut l'évoquer sans pour autant déflorer la fin de ce roman. Oui, il y a un instrument qui va revenir des États-Unis, qui est très particulier. C'est pas n'importe quel instrument. C'est un instrument qui a été fabriqué par un luthier, qui était un ancien luthier de Mirecourt, qui, venu d'Italie, il avait fui le fascisme, installé à Mirecourt, il avait commencé à travailler d'une manière admirable la lutherie à Mirecourt, et puis dans l'entre-deux-guerres, il avait senti monter en France ce qu'il avait fui en Italie, c'est-à-dire les ligues d'extrême droite, les croix de feu avec Colonel de la Roque, toute cette mouvance qu'il ne supportait pas, et il a décidé de nouveau de faire ses valises, et il est parti, il a quitté la France pour les États-Unis. Et là-bas, il a fondé une famille, alors qu'il avait une famille. Exactement. Déjà en France. Mais là-bas, il a rencontré une femme, il a fondé une famille, et tard, très tard dans sa vie, alors qu'il sentait que ses forces commençaient à décliner, il s'est mis à fabriquer, à créer un instrument qu'il voulait destiner à sa famille de France pour lui prouver qu'il ne l'avait jamais oublié, qu'il les aimait toujours. Et il a créé, il a construit, il a fabriqué une viole d'amour. Or, il n'a pas eu le temps de la terminer, la mort l'a fauché avant. Et c'est cet instrument qui va revenir des États-Unis, rapporté par le père, Léopold, qui avait laissé tomber tout le monde au départ pour privilégier sa carrière. Il va rapporter cet instrument des États-Unis. Et c'est cet instrument inachevé que va confier notre maître luthier
à son apprenti pour l'aider à entrer dans cette belle profession et surtout à se révéler à lui-même. Et en vous écoutant, je me dis, Léopold est assez antipathique, mais je me dis maintenant que ça doit être un personnage que vous avez aimé creuser. Est-ce que je me trompe? Parce que du coup, ce que vous êtes en train de dire comme ça, c'est très subtil dans le roman. En fait, ça l'embête au début de rendre service. Et puis au fur et à mesure, et encore une fois, il ne faut pas trop en dévoiler, je suis en train de réaliser en vous écoutant que c'est un personnage qui est très intéressant. Et je pense pour vous en tant qu'écrivain aussi. Très intéressant, comme tous les êtres humains d'ailleurs. Oui. Ce que j'invite à faire dans ce roman, c'est à ne pas coller d'étiquette sur le front des gens, de qui que ce soit d'ailleurs, ni définitive, surtout pas définitive, parce que l'être humain est évolutif. Il peut avoir telles idées ou tel mode de comportement aujourd'hui et être totalement différent demain. Donc ça, c'est quelque chose à quoi je crois beaucoup. C'est le cas de Léopold, qui est très très antipathique au départ et qui finit par la friction avec sa propre femme, la rencontre avec d'autres, les heurts parfois avec ce luthier qu'il ne connaît pas, qu'il ne comprend pas. Et il va finir par se poser des questions avec ses parents aussi, paysans, qu'il va maltraiter d'une manière absolument insupportable. Insupportable. Et il va aller jusqu'à remettre en question sa vision de la pratique agricole telle que ses parents la mettaient en œuvre chez eux sur leur terre. Donc oui, c'est un homme qui m'a beaucoup passionné et inspiré d'ailleurs de portraits que j'ai rencontrés. C'est un homme qui m'a passionné et que j'ai aimé faire évoluer dans la direction que vous indiquez. Et en tant que romancier, est-ce que, je reviens un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, ce livre vous adressez au lecteur en disant prenez le temps de regarder autour de vous, j'ai l'impression aussi, mais pour tous les sujets, est-ce que c'est aussi ça, ce roman? Oui, c'est inviter mes contemporains à maintenir leur champ de vision le plus largement ouvert possible. Tout autour de nous aujourd'hui nous pousse à réduire le champ de vision. Les communautarismes, les sectarismes, tout ce qui nous enferme dans des cases, dans des cadres très étroits, de plus en plus étroits aujourd'hui, ça m'est insupportable. Et j'ai voulu, dans ce roman, inviter mes lectrices, mes lecteurs, et puis ceux qui partageront l'histoire que je raconte dans ce roman, à garder le champ de vision le plus largement ouvert possible, et à se rendre compte qu'à mesure qu'ils avancent ce qu'ils croyaient être la ligne d'horizon, leurs limites personnelles reculent, qu'on n'atteint jamais ses propres limites. C'est le cas par exemple de notre héros Léopold. Voilà. Thème de la transmission, donc, parce qu'on parlait des parents qui auraient voulu que Léopold peut-être reprenne aussi l'affaire, la viole d'amour qui vient aussi des États-Unis avec tout son passé, je trouve ça intéressant aussi. Et la viole d'amour qui est un instrument très particulier. Ouais. Très particulier parce qu'il ressemble fort à un violon, mais la grande différence avec le violon, c'est qu'il comporte des cordes mélodiques, celles qui sont actionnées par l'archet sur lesquelles l'interprète crée les notes, par la position des doigts sur le manche. Mais sous les cordes mélodiques se trouvent des cordes sympathiques. Alors là, je découvre, je vous écoute. Des cordes sympathiques qui, comme leur nom l'indique, ne réagissent que par sympathie avec les cordes mélodiques qui, elles, sont sollicitées par l'archet. Autrement dit, elles viennent donner plus de profondeur, donner plus d'ampleur, donner plus de velouté, donner davantage de... Elles créent une harmonie très particulière au son émis par l'instrument. Et pour moi, c'est un symbole très fort. Ce qui m'a plu dans la découverte de cet instrument, c'est que vous êtes une corde mélodique pour moi, cher Julien, parce que vous avez une manière d'être, mais qui a une action sur moi, que je le veuille ou non. Je vous retourne le compliment. Vous êtes aussi une corde sympathique pour moi. Et bien sûr, ça fonctionne dans tous les sens. Donc nous sommes totalement interdépendants les uns des autres, comme les cordes de cet instrument. Comme quoi, en fait, il ne faut pas avoir honte de ses émotions. Mais certainement pas. C'est ça, au contraire, justement. Il faut s'en nourrir et en nourrir la relation qu'on entretient avec l'autre.
ce qui me semble l'essentiel. C'est ce qui se passe dans cet instrument, dans l'échange entre les cordes mélodiques et les cordes sympathiques. Donc le symbole pour moi était très fort. Prendre le temps, Julien, justement, personnage assez fascinant finalement, comme vous le dites, différent, très difficile à aborder au début de l'histoire, et à la fin, je ne veux pas révéler, mais ça fait du bien aussi de voir des fins comme celle-ci. Moi, ça m'a fait du bien d'écrire une fin comme celle-là, cher Romain, mais alors est-ce que ça fait du bien à nos lectrices et lecteurs? Oui, je le pense, parce que tous les retours que j'ai, tous les messages qui me parviennent et tous les témoignages de lecture qui me sont offerts pendant les salons du livre sont enthousiastes. Donc oui, il y a, là je crois, une prise de conscience qui se fait de la nécessité de rester actifs les uns par rapport aux autres, les uns vis-à-vis des autres, dans cette belle aventure qu'est l'aventure du partage. Le thème de la rédemption, je vais trop loin ou pas? Non, ça peut aller jusque-là. Que veut dire rédemption? Quel est le sens du mot rédemption? C'est une sorte de renaissance. Donc, mon personnage Léopold vit cette forme un peu particulière de renaissance, c'est vrai. Comme d'ailleurs notre héros, Julien, vit une seconde naissance lorsqu'il arrive à cette meilleure connaissance de lui et à cette intégration aussi bien dans le monde professionnel que dans le monde social. Donc c'est oui, dans les deux cas, on pourrait presque parler de rédemption. Question très idiote, mais ça vous est peut-être que... Il n'y a pas de question idiote. Je ne sais pas, je vais voir. Des directeurs ou des choses comme ça qui lisent votre livre, est-ce qu'ils disent finalement, il a raison, faut, encore une fois, je dis ça, mais prendre le temps de prendre le temps. Voilà. Je ne cherche pas à avoir raison dans quelque domaine que ce soit. Mais c'est une approche intéressante. Moi, encore une fois, je reviens à ça, dans cette société qui est complètement folle, de lire un roman où on se dit, bah, finalement, ne serait-ce que 5 minutes, et puis réfléchir, ça fait du bien aussi. Je veux simplement raconter une belle histoire d'amour, mais qui repose sur des faits réels, et qui repose sur la volonté d'aider l'autre à se découvrir, à se révéler et à devenir lui-même. Ma volonté est de montrer combien, lorsqu'on se fait confiance mutuellement, on peut grandir ensemble. Et puis, comment les femmes sont les véritables moteurs de cette évolution humaine. Là, sans l'esprit de Marianne, sans l'esprit de Georges, sans l'esprit de Cynthia, l'américaine, qui elle aussi va à sa manière modifier le regard des hommes sur leur environnement. Sans ces femmes-là, on n'a pas cette histoire qui tient debout. Et puis sans Fabienne. Fabienne qui, elle, est luthière dans cet atelier de lutherie. Fabienne qui va devenir la maîtresse d'apprentissage de notre petit garçon Julien devenu adolescent. Elle va jouer un rôle essentiel. Donc là, vous avez employé le mot de rédemption, cher Romain. Oui, mais la rédemption passe par l'esprit des femmes. La rédemption des hommes passe par l'esprit des femmes. Et l'évolution sociale passe par l'esprit des femmes. Et sans vouloir en dévoiler trop, j'ai bien aimé quand Léopold réalise tout ce qu'il a fait. C'est en quelques phrases, mais je trouve que c'est très juste aussi d'être capable de se dire, ben voilà, j'ai pas été bon pendant une période, et je dois me l'avouer à moi-même aussi, quoi. Je dois me l'avouer à moi-même, oui, et je dois faire en sorte que cette prise de conscience que je vis pour moi se partage avec d'autres d'une manière très très prosaïque, très concrète cette fois, en faisant en sorte que sur les terres qui étaient celles de mes parents, dont je voulais faire du fric, je vais inciter le repreneur, un paysan, à pratiquer une autre forme d'agriculture, beaucoup plus respectueuse de notre environnement. Faire en sorte que celui qui va exploiter les terres de mes parents, celles sur lesquelles je suis né, se dit Léopold, les papillons reviennent butiner, les abeilles reviennent vivre, que les chevreuils, que toute cette vie de notre campagne se redéveloppe sur des terres qui avaient été stérilisées qui risquaient d'être stérilisées par une pratique agricole absolument insupportable. Donc
c'est aussi un autre aspect de la réflexion qui se développe dans ce roman. Voilà. Gilles, moi je vous remercie pour ce roman. Je voudrais juste que vous nous précisiez où on se trouve, parce que je vous remercie, c'est vous qui nous avez proposé de venir ici. Où est-ce qu'on se trouve, tout simplement? Nous sommes dans des locaux prestigieux qui sont les locaux, l'hémicycle, non pas de l'Assemblée nationale, mais de l'Académie de Stanislas à Nancy. Cette Académie de Stanislas qui a été fondée par ce personnage historique qui est pendu au mur derrière nous dans cette grande toile, qui est l'ancien roi de Pologne devenu duc de Lorraine par la volonté de son gendre Louis XV, Stanislas Leszczynski. Il l'a créé en 1750 parce que, et là aussi c'était un homme d'une bienveillance exceptionnelle, bien que sachant qu'il avait comme mission de faire en sorte que la Lorraine pût tomber dans l'escarcelle française à sa mort, il le savait, il a voulu faire en sorte que les Lorrains soient le peuple le plus heureux de la terre. D'où son surnom de Stanislas le bienfaisant. Et pas seulement par les bienfaits matériels, pas seulement par le niveau de vie, pas seulement par tout ce qui devait pouvoir les aider à mieux vivre, non, par l'accès aussi à la connaissance, par le partage de la connaissance, par la réflexion philosophique, poétique, par l'échange des expériences scientifiques. Il a voulu que cette société pu exister afin que son peuple soit dans la ligne de ce qu'il avait été avec les ducs de Lorraine dès les premiers siècles d'existence de notre pays lorrain, soit l'un des peuples les plus ouverts, les plus cultivés, les plus instruits, les plus responsables, les plus citoyens aussi. Donc tout ça est dans cet hémicycle dans lequel se réunissent les académiciens 2 fois par mois, les vendredis après-midi, et dans lesquels se partagent ce qu'on appelle des communications, c'est-à-dire des conférences, qui durent en moyenne 3/4 d'heure, 1 heure à peu près, qui sont suivies de longs échanges, de longs débats, et qui couvrent tous les domaines de l'esprit. La philosophie, je l'ai dit, les sciences, je l'ai dit, la sociologie, la poésie, la littérature, tout est champ de, j'allais presque dire d'expérimentation, d'études dans cette fameuse académie de Stanislas créée en 1750. Rendez-vous compte. Voilà. Moi je me dis la boucle est bouclée, l'importance de la transmission, je crois que vous venez encore une fois de l'expliquer, ne serait-ce que sur le site. Et avec ce livre, dont je rappelle le titre, Les silences de Julien aux presses de la Cité, collection Terre de France. Encore une fois, un grand plaisir de lecture, puis un grand plaisir de venir à votre rencontre. Merci beaucoup, Gilles. Le plaisir est partagé, cher Romain. Merci.